Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, bien sûr parler du match de demain soir contre Seattle à Seattle. Les Parisiens ont quitté Los Angeles de manière définitive aujourd'hui, puisqu'après le match de demain soir, on va vers d'autres horizons, peu importe le résultat. Mais avant, on va faire un gros point sur le mercato, bien sûr, qui a commencé officiellement le 16 juin. Il y avait eu une première ouverture jusqu'au 10 pour pouvoir inscrire des recrues à la Coupe du Monde des clubs. Certains en ont profité, Manchester City notamment. Nous, non, parce qu'on n'a pas réussi à boucler certains transferts avant, comme Zabarni, bien sûr, qui est globalement aujourd'hui le seul dossier vraiment très concret dans le sens des arrivées. Concret, je pense que le mot est faible, puisque tout le monde dit que ça va se faire. La vraie question, c'est quand et à quel prix, bien sûr. Au poste d'ailier droit gaucher, on n'entend plus rien. On était sur Mastantuono, mais le Real s'est réveillé quand ils ont vu du coup que nous, on accélérait, alors qu'ils ont prolongé Brahim Diaz et possèdent Arda Güler dans ce même secteur. Mais c'est leur problème et celui de Mastantuono. Depuis, on parle pas, par exemple, d'un Akliouche, voilà. À gauche, Rodrigo Mora, les rumeurs, on peut pas dire qu'elles soient très fiables. Il y a des infos par-ci par-là, mais des sources quand même qui sont pas très solides pour l'instant. On attend de voir et surtout le profil n'est pas vraiment celui d'un ailier droit gaucher. C'est une zone où on a déjà Gvara, Doué, Barcola sur ce côté gauche qui attire Mora, le petit prodige de Porto. Donc on en reste à notre défenseur central droit et droitier, Zabarni, l'Ukrainien. C'est vrai qu'on avait d'autres pistes comme Ordonez par exemple, mais celle-là semble être la plus avancée. Clairement, les autres noms, ça doit être des plans B. Parce que lui, international, ukrainien avec beaucoup de sélections et plusieurs saisons pleines en première ligue, c'est quand même voilà, un autre statut, un autre gabarit de joueur. Et je ne parle pas physiquement parce qu'on recruterait quand même quelqu'un qui a une sacrée expérience déjà du haut de ses 22 ans. Alors, les négociations avancent doucement, très doucement, mais sûrement, puisque l'optimisme continue de régner chez toutes les parties. Bon, déjà, le joueur veut absolument venir, d'accord sur un contrat avec le PSG jusqu'en 2030. On sait, c'est la manière de faire de Luis Campos. Je négocie d'abord les termes du contrat avec le joueur, j'obtiens son accord définitif, et après, je vais voir le club. C'est ce qui a été fait ces dernières semaines avec une première offre refusée. Selon Sky Italia, la première, c'était 55 plus 5. Une seconde dans la semaine, plus aux alentours des 65 millions. Alors, à voir la répartition fixe bonus qui n'a pas filtré, mais elle aurait été aussi refusée par Bournemouth. Tout ça selon des médias un peu à la marge. L'équipe, donc médias un peu plus global, vendredi a dit que l'accord était proche, que les négociations avançaient bien et que Bournemouth demande 60 millions. Voilà. Donc des exigences qui seraient revues à la baisse puisqu'initialement ça parlait quand même de 75. Fabrizio Romano, quelques heures après, nous dit que les négociations sont à un stade final sans donner de montant ni de deadline, de précision là-dessus. Bon, ça semble partir sur une base à 60 et des bonus quoi qui emmènent jusqu'aux exigences de Bournemouth, à savoir peut-être 70 millions. Allez, je pense qu'un 60 plus 10, ça peut se tenter. Ça me semble quand même surtout être l'extrême limite quoi. C'est très cher. C'est très cher. Moi, j'adore le joueur, bien sûr. Mais là, on parle vraiment d'une grosse somme d'argent. On n'est pas sur les 40-45 millions balancés sur les Lucas Hernandez ou William Pacho l'été dernier. Là, on a affaire à un club anglais, déjà, qui bénéficie de la puissance de son pays, de son championnat, des droits télé, qui a déjà vendu dans ce secteur Dean Huijsen, justement pour 60 millions au Real. Alors, c'est différent parce qu'il y avait une clause libératoire. Je crois même que c'était 58 millions. Et Huijsen quand même qui est déjà plus jeune que Zabarni, avec des perspectives, un plafond de verre peut-être un peu plus haut, 58 millions, on peut se dire quand même que faudrait pas les dépasser avec Zabarni quoi. Si on suit un peu la logique, même si c'était une clause libératoire, bien évidemment. Donc ils ont de l'argent. Ils sont un peu en train de se faire dépouiller. Kirkez aussi qui va à Liverpool. Je crois qu'ils ont un ailier qui intéresse beaucoup de clubs aussi. Donc,
c'est vrai que les cherries, les cerises, comme leur surnom, n'ont pas grand intérêt à nous brader Zabarni aussitôt dans le mercato. Peut-être que le dossier va durer, à voir à quel point, à voir si le PSG va se buter comme avec Kvaratskhelia l'été dernier, qui était la priorité, et au final tu n'as jamais développé de plan B et tu recrutes le joueur beaucoup moins cher en janvier. Heureusement, entre-temps, tu n'as pas eu de problème de profondeur d'effectifs, de blessures un peu malvenues où ta recrue te manque. Mais voilà, on va voir quel est le plan, mais Zabarni, je vois pas trop comment ça pourrait pas se faire, quoi. Et puis, pour le prix, 60 millions, c'est quand même assez élevé, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'on soit le PSG, et bien sûr, depuis ce titre de champion d'Europe, hein, qui nous a complètement mis sur le devant de la scène. Et puis au-delà de ça, hein, les clubs savent très bien qu'on a pris en valorisation, qu'on a pris des chèques à chaque tour qu'on a passé en LDC, et qu'on continue à le faire à la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ça paraît aussi assez logique. C'est possible de l'ajouter pour la Coupe du Monde des clubs, le faire venir avec le groupe pour la phase finale. On a jusqu'au 3 juillet pour ça, pour inscrire 2 nouveaux joueurs. On rappelle qu'initialement, on voulait le recruter pour qu'il soit avec nous à la Coupe du Monde des clubs. Donc la question pourrait se poser pour la phase finale. Sauf que, initialement, c'était dans la continuité de sa saison. Il était en sélection, machin, il aurait rejoint le PSG, continué à s'entraîner. Là, il est parti en vacances depuis. Je crois que son match avec l'Ukraine, c'était le 14 juin. Et du coup, depuis, il est tranquille, sûrement, il s'entraîne beaucoup moins, il lâche prise et tout ça. Le faire revenir pour ensuite le réenvoyer en vacances après, j'en vois pas trop l'intérêt. Surtout que le dossier me semble pas bouclé dans l'immédiat, quoi. Parce que je crois que ça va ouvrir le 27 juin, en fait. Tu peux l'inscrire pour l'avoir dès les 8e. Et après, tu peux, après le 8e, l'inscrire jusqu'au 3 juillet. Mais je pense qu'on est plus vers le 3 juillet que le 27 juin si on boucle le dossier d'ici là. Voilà. Donc il viendrait la saison prochaine, hein, pour concurrencer Marquinhos, permettre à Beraldo aussi, ça il faut le souligner. Beraldo contre Botafogo, il fait encore un match un peu moyen, mais il est encore une fois axial droit, quoi. Et ça aussi, c'est un problème qu'on peut soulever et qui serait solutionné par l'arrivée de Zabarni, permettre à Beraldo, voilà, quand il joue, d'évoluer sur son côté, même si la première des conséquences, je pense, d'une arrivée de Zabarni sera une réduction du temps de jeu plus global de Beraldo, de Lucas Hernandez aussi, et Kimpembe. Voilà, Kimpembe. Autant Lucas, on l'a vu contre Botafogo, c'est très décevant, mais il joue, tu vois. Kimpembe, on le voit toujours pas, hein. Alors, Pacho a joué contre Botafogo. Pas Marquinhos. Peut-être que demain, contre Seattle, Luis Enrique va décider de faire l'inverse. Sortir Pacho, oui, et laisser Marquinhos sur le terrain. Ça m'étonnerait, parce que du coup, maintenant que le match est quand même assez décisif, il va peut-être vouloir mettre la grosse équipe, Luis Enrique. Même si ça intervient quand même 3 jours et demi après celui contre Botafogo, quoi. C'est un laps de temps, c'est absolument délirant. Complètement délirant. Bon, pour revenir sur Kimpembe, il n'y a pas de rumeur, mais à un moment donné dans l'été, ça va en parler et il va partir. Je vois pas comment il pourrait rester, alors que là, son rôle, c'est vraiment animer le vestiaire, quoi. Et animer un vestiaire qui marche bien, qui n'a pas de clan, et qui a aussi de tout nouveaux leaders. Donnarumma, Vitinha, Dembélé. Donc bon, même là-dessus, on pourrait se dire, finalement, est-ce que Kimpembe ne peut pas tirer sa révérence, quoi. Donc voilà, Zabarni qui viendrait donc dans ce contexte-là. Et par rapport à Bournemouth, où il était chasseur, et Huijsen un peu plus en retrait protecteur, tu vois, c'est lui qui sortait de l'alignement, Zabarni. Là, ce serait un peu différent. Je pense que Pacho garderait ce rôle et Zabarni, du coup, devrait plus travailler sur la lecture du jeu parce qu'il est rapide, il a une bonne anticipation. Même si de l'autre côté, ça permettrait à cette charnière d'alterner, en fait, selon les profils de joueurs adverses, déjà. Je pense que Zabarni serait meilleur face aux attaquants un peu costauds et Pacho pour suivre les attaquants un peu plus vifs. Tu sais, les espèces de faux neufs
rapide, avec une grosse fréquence d'appui, parce qu'avec ses longues jambes, il pourrait voilà, mettre le pied sur le ballon et encercler un peu mieux ce type de joueur contre lesquels Zabarni peut peut-être avoir des difficultés, je pense. Et puis bien sûr, il est grand, 1m89, comme moi. Sur coup de pied arrêté, bien sûr, tout ça c'est à prendre en compte, hein, parce que bah, même si on n'en a pas payé les frais sur la phase à élimination directe en LDC, on a quand même souffert. On a quand même souffert sur corner, souffert d'un manque de taille, et donc c'est vrai qu'avoir ce genre de joueur, ça fait du bien. Au pied, il est bon, mais sur du jeu long actuellement, c'est vrai qu'il fait des beaux renversements et tout ça, faut le souligner. Même si je sais pas à quel point ça c'est enfin c'est transposable dans le PSG de Luis Enrique, quoi. On ne demande pas à nos défenseurs de faire des ballons pieds en rupture tous les 4 matins. Même si Marquinhos en fait de plus en plus, c'est vrai. Bref, passons au deuxième dossier quand même assez chaud, hein, celui de Donnarumma, la prolongation qui n'avance pas vraiment. Alors, il a encore pris la parole, Didio, pour dire qu'il veut absolument rester, qu'il est là, c'est comme une famille, il est très heureux. Ça discute, ça avance bien, sauf que c'est toujours pas bouclé. Enzo Raiola, son agent, visiblement est venu à Los Angeles cette semaine pour discuter avec les dirigeants. Très bien, mais c'est tout. Et en fait, les échos positifs, ils se font rares. Alors, là, dans cette vidéo, on va essayer de pousser un peu à l'extrême la réflexion, même si je pense qu'on pourrait la limiter au simple fait que c'est une histoire de gros sous, voilà, et ça va se régler avec le temps. Les deux parties feront un effort conjoint, et puis voilà. Mais on peut quand même s'interroger. C'est un beau dossier sur lequel on peut, en fait, élargir au projet Luis Enrique. On a gagné la Ligue des Champions. Et Luis Enrique, ben, en fait, la série qui est sortie pendant la saison, c'est « Vous ne pouvez pas comprendre ». Et pour illustrer le fait que bah, il aime bien trancher dans le vif, et parfois fait des choix que personne ne comprend. Décider de dégager Donnarumma, après la saison légendaire qu'il a fait, pas grand monde comprendrait, objectivement. Au premier abord, on se dirait, mais que font-ils? Que font-ils? D'autant plus que je pense que s'il part, ce serait vraiment pour un bon club. Il y a beaucoup de bons clubs qui s'intéressent à lui. Donc ça en dit long déjà sur la valeur du gardien, sur l'état du marché actuel pour le remplacer aussi. Et voilà, ce serait aussi renforcer un concurrent. Mais c'est tout à fait possible, parce que, rappelez-vous, quand il arrive, Luis Enrique, il recrute Arnau Tenas. Alors, bon, là, on est passé d'un extrême à l'autre, hein, d'un Donnarumma très décisif sur sa ligne, mais pas bon au pied à ce moment-là, et un Tenas pas très bon dans les arrêts, mais un vrai joueur de champ, en fait, avec ses pieds. Je pense qu'il y a peut-être un entre-deux que Luis Enrique souhaite chercher, avec un Lucas Chevalier, par exemple, un gardien qui serait peut-être moins impressionnant sur certains pics de performance que Donnarumma, mais plus régulier, mieux incorporé dans le système de jeu. Voilà, un joueur plus fiable peut-être avec le pied pour développer en fait un plus grand rôle pour le gardien dans cette équipe. Peut-être que Luis Enrique voudra faire ça et qu'il n'hésitera pas à trancher dans le vif pour ça. Bon, personnellement, j'y crois assez peu, parce que Donnarumma, autant ça, à l'été 2023, on pouvait le dire, autant maintenant, il a quand même bien progressé, hein, et ça, c'est à mettre au crédit de notre entraîneur des gardiens, Borja Alvarez, qui venait d'Andorre, je crois. Enfin, il avait fait Andorre, Hong Kong, et il arrive comme ça au PSG en inconnu, très jeune, je crois, il est dans sa trentaine, et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de faire progresser Donnarumma à ce niveau-là, tout simplement. Donc là-dessus, encore un point où le staff a merveilleusement bien travaillé, et qui du coup, bon, discrédite un peu cette idée que j'ai mis en avant sur les 2 dernières minutes. On a aussi Luis Campos, bien sûr, il n'y a pas que Luis Enrique, Luis Campos et sa politique salariale, voilà, avec ses trucs de match indexés, peut-être aussi qu'il s'était mis d'accord au préalable sur un salaire et que Donnarumma veut en revoir les termes à la hausse depuis son super parcours. Et puis il y a autre chose aussi, hein, Nasser qui débarque, qui pète un plomb et qui arrive, voilà, chèque en blanc sur ordre des Qataris, parce qu'on sait très bien qu'au PSG on a souvent fait ça. Quand tu commences à être bon, que tu fais une très très bonne saison,
voilà, on te blinde complet. Et dans l'euphorie, on fait des erreurs parfois parce qu'on garde des joueurs alors que y avait déjà des signaux avant-coureurs. Bon, là avec Donnarumma, je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit le cas, que ce soit une erreur de le prolonger, parce que je suis pour bien sûr, et deux, je pense pas que ce soit une erreur de le blinder, quoi, de le blinder à ce point, parce que aussi c'est un gardien très courtisé, si on se met à sa place. Donc là on a parlé de Luis Enrique, Luis Campos, Nasser, mais il y a aussi Donnarumma, qui aime beaucoup l'argent, ça il faut le souligner. S'il vient au PSG en 2021, c'est aussi parce qu'il a fait chier son club, le Milan AC, son club formateur, alors qu'il est napolitain. Ça, c'est marrant, le Napoli qu'il a loupé. Et il demandait un salaire trop grand, quoi, un salaire trop élevé. À ce moment-là, au Milan, rappelez-vous, hein, les billets de dollars qui étaient jetés sur lui quand il était revenu à San Siro la saison dernière. Voilà. Et puis, alors il dit qu'il veut rester à Paris parce que c'est vrai qu'il est jeune papa, il est très heureux, il vit bien dans le 8e arrondissement, machin. Mais il est aussi, comme on le disait, pisté par de grands clubs. Enfin, l'Inter Milan, certes, c'est l'ennemi de son club formateur, mais ça lui permettrait de revenir à Milan, dans son pays natal. Manchester City, alors Manchester, bon, ville de con, mais un gros club, être entraîné par Pep Guardiola, et puis surtout, eux ont vraiment besoin d'un gardien. Bon, je pense que voilà, il y a beaucoup de clubs qu'on pourrait renforcer si on décidait de ne pas prolonger Donnarumma, et ça aussi, c'est un peu à prendre en compte. Voilà. Passons à l'attaque. Passons à l'attaque où on veut un ailier droit gaucher, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, et moi j'aimerais parler de Gonzalo Ramos. J'aimerais parler de Gonzalo Ramos parce que là, sa perte de confiance se constate de match en match. Du côté du PSG, je vois pas d'intérêt à le mettre sur le marché des transferts. Alors, il est meilleur remplaçant que titulaire. Très objectivement, Ramos dans la rotation, c'est pas mal. Le seul truc qui est chiant, c'est 65 plus 15 de bonus, quoi, le transfert. Tout ça pour un remplaçant, c'est pas ouf. Mais il s'est bien rentré dans les matchs. Il fait l'affaire sur les petits matchs du mois de janvier-février. Mine de rien, il a du temps de jeu chez nous. Il a pas mal de temps de jeu. Et ce qui veut dire du coup que s'il part, ça entraînerait un impératif de recrutement à ce poste-là. Alors que le marché des neufs aujourd'hui est quand même bien bouché. Et lorsqu'il y a une petite ouverture, c'est pour un joueur qui du coup coûte très cher. Enfin voilà, Isaac, ça parlait de plus de 100 millions d'euros. Il y a plein de joueurs voilà, qui sont vraiment inaccessibles en matière de prix. Surtout que là, on chercherait un mec pour la rotation, donc ce serait compliqué. Faudrait que le mec en question accepte ce rôle, déjà. Accepte d'arriver sans être assuré d'être titulaire. Bon, ça, tout le monde l'a, puisque Luis Enrique, c'est le discours qui est tenu auprès de tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui n'a pas plu à Xavi Simons, qui est le gros perdant de cette saison. Il a refusé de revenir au PSG où il aurait eu sa place. Et au final, il loupe notre superbe victoire en Ligue des Champions. Et à Leipzig, ça va plus. Il veut se casser 6 mois après sa signature. Mais bon, ça, objectivement, c'était très prévisible que cet été, il veuille partir. Mais du coup, comme il sort d'une saison où c'est un peu moins bien, pas grand monde qui se bouscule à la porte. Bref. Donc c'est vrai que de notre côté, il faudrait recruter un neuf qui coûterait cher, qui devrait accepter le rôle de remplaçant, qui devrait aussi s'intégrer dans le système très particulier de Luis Enrique, surtout dans ce rôle-là, avec peu de temps de jeu par définition, en fait. Quand tu es remplaçant, tu dois t'intégrer. C'est comme derrière Achraf Hakimi. Le rôle est tellement particulier, tellement spécifique, que en fait, t'arrives et faut que tu t'intègres sur des échantillons de matchs. C'est quand même un peu dur. Donc pour toutes ces raisons, je me dis, Gonzalo Ramos, en fait, si on doit le faire partir, c'est que à sa demande. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'oublie, mais peut-être que lui va se lasser de cette situation. Hein, parce que aussi, comme Donnarumma, il intéresse de bons clubs quand même. Enfin, la Juventus cet hiver, et moi je pense qu'il peut aller dans de bons clubs. On a affronté l'Atlético la semaine dernière, il a été très mauvais contre eux, pas fait bonne pub. Mais typiquement, ça peut être un joueur pour Diego Simeone, s'ils font partir un Alvarez par exemple, qui intéresse le Barça aux dernières news. Donc c'est vrai que là-dessus, je me fais pas de soucis. Je pense que Ramos pourrait se trouver un vrai bon club où il serait beaucoup plus en phase au niveau de son profil avec les idées de l'entraîneur.
Et donc, il aurait un statut différent. Il pourrait aussi vouloir partir une année de Coupe du Monde. On sait très bien qu'il s'est révélé sur son triplé contre la Suisse à la Coupe du Monde 2022. Là, en 2026, voilà, Ronaldo, on ne sait pas s'il va être titulaire parce que il aura plus de 40 ans. Peut-être que Ramos se dit il faut que j'ai du temps de jeu pour me montrer et être assuré d'aller à la Coupe du Monde. Après, au PSG, c'est vrai que il joue pas mal, comme on l'a dit, et il pourrait avoir son temps de jeu. Surtout que, on va pas se mentir, on va pas refaire une saison avec cet état de grâce physique et athlétique. Le staff a très bien travaillé, les temps de jeu sont très bien gérés, mais quand même, normalement, la saison prochaine, on peut pas faire aussi fort, en fait, dans la gestion des temps de jeu en attaque, quoi, dans la disponibilité des joueurs. Je pense quand même qu'il y aura un peu moins de disponibilité. On le voit déjà avec Dembouz actuellement, qui, sur le dernier mois, s'est quand même blessé 2 fois musculairement contre Arsenal. Et là, blessure dont il revient contre l'Espagne, avec la France. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour Gonzalo Ramos, je suis un peu mitigé. Passons au match de demain. Terminons avec cette rencontre contre les Seattle Sounders. 61e match de la saison. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller à 65 si on va en finale. Ce qui est absolument démentiel. Alors demain, on a la chance. Alors les joueurs ont décollé déjà de Los Angeles aujourd'hui. Enfin, ou alors ils vont le faire dans la nuit, machin. Dormir à Seattle, ville que j'adore d'ailleurs. J'aime trop Seattle. De ce côté-là, c'est un coin que j'adore, l'état de Washington, et même remonter jusqu'à Vancouver et tout ça. C'est absolument incroyable. Le mont Rainier, je sais pas d'accent anglais, mais voilà, c'est magnifique. J'adore. Et bref, surtout plus vivable que la chaleur de Los Angeles pour les joueurs demain. Hein, parce que y a 20 degrés qui sont attendus, peut-être même de la pluie, un peu de vent, donc ça rajoute de la fraîcheur. Donc je pense que les joueurs vont beaucoup moins suffoquer. Ça va faire plaisir et peut-être qu'en deuxième mi-temps, on sera peut-être plus frais, quoi. Et du coup, après le match, 3 options. Soit on rentre à Paris, si on est éliminé, mais ça, c'est le moins probable. Soit on va à Atlanta, si on finit premier du groupe, pour se préparer, parce qu'on jouerait le 29 juin et le 5 juillet, je crois, donc 8e écart, si on se qualifie en quart, bien sûr, hein, à 9 h du matin. Heure locale, donc ce qui fait 15 h ici parce que il n'y a que 6 heures de décalage avec la côte Est. Voilà. On va à Philadelphie si on termine 2e du groupe. Pareil, on jouerait, je crois, les 2 matchs à 9 h du matin. Et ensuite, demi et finale, eh bien, c'est à New York. Tout ça est à New York, donc pareil, ça engrangerait un nouveau changement. On aurait fait quand même 4 lieux sur la compétition, quoi. Pour vous dire que au niveau des repères et tout ça, moi ça c'est un truc qui me plaît pas trop, quoi. Objectivement, la Coupe du Monde au Qatar, c'était 8 stades dans un rayon de 30 km. Je trouve ça assez... c'était très inédit et j'aurais vraiment aimé y aller. Je pense que sur place, ça a dû être incroyable de... en fait, tous les jours, pouvoir faire plusieurs stades d'un coup, quoi. Plusieurs matchs d'un coup, ça doit être incroyable. Alors que là, en 2026... ça va être encore pire que la Coupe du Monde des clubs, puisqu'il y aura le Mexique et le Canada, quoi. Tu pourras jouer à Montréal et après aller à Mexico, quoi. C'est délirant, c'est délirant. Et j'espère que tous ceux qui faisaient les leçons, à juste titre, très juste titre, sur la Coupe du Monde du Qatar, seront là l'année prochaine pour débunker les aberrances écologiques que représenteront les vols en avion au sein des États-Unis ou tout le continent américain, quoi. Bref. Donc voilà, bon, demain, bien sûr, pour le match contre Seattle, ça m'étonnerait que Luis Enrique fasse tourner. Encore moins en poste de gardien, puisque le match est quand même décisif. Tu peux pas te permettre de foutre ton remplaçant sur un poste aussi clé. Donc Donnarumma dans les cages. En défense, Nuno qui devrait revenir, avec Pacho, Marquinhos à ses côtés. Hakimi, bon, je pense qu'Hakimi sera titulaire tellement il est important. Et en plus, on lui a donné du repos un peu, enfin, on l'a laissé en salle, donc je pense que c'était voilà, pour le ménager et le voir demain. Après, s'il n'est pas là, João Neves ou Warren Zaïre, bien sûr. Au milieu, Vitinha, Neves, Ruiz. Je pense que ce sera ça. Et puis en attaque, le retour de Barcola dans le 11 avec peut-être un Gonzalo Ramos qui en ferait les frais et qui sortirait pour voir Barcola à gauche ou à droite.
Idem pour Kvara et un Doué faux neuf qui pourrait aussi interchanger avec Kvaratskhelia dans ce rôle. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir Doué faux numéro 9. Son match contre Monaco en décembre dernier avait été très bon. Donc j'ai vraiment envie de pousser cette idée, de pousser cette solution de voir Désiré Doué dans ce rôle un peu particulier. Il est vrai aussi, hein, parce que tu peux un peu moins dribbler par exemple, hein, t'es plus trop dans la provocation permanente quand tu es dans ce poste de 9 dans le PSG de Luis Enrique. Mais voilà. Dembélé incertain. Visiblement, ils vont prendre une décision après la séance d'aujourd'hui. Donc peut-être que quand la vidéo est sortie, le groupe l'est aussi et Dembélé est dedans. Mais la tendance est à la précaution. D'ailleurs, dans l'équipe aujourd'hui, on dit que Dembélé se serait un peu agacé auprès d'un membre du staff qui lui disait de ralentir sur ses sprints, de pas non plus se lancer à fond voilà, de pas non plus griller les étapes, quoi. Et surtout, en fait, le staff est déjà tourné vers la saison prochaine et donc veut prendre le moins de risques possible avec Dembouz. C'est vrai que lui, de son côté, il se dit « Ouais, mon principal concurrent au Ballon d'Or, Lamine Yamal, il est en vacances avec Neymar, pendant que moi, je peux faire... » Déjà, la phase de poule, il a loupé une occasion de faire des stats. Contre l'Atleti, on a gagné largement. Alors, bon, Botafogo, on perd. Et voilà. Et demain, bon, on peut refoutre une valise, tu vois. Tu peux faire des statistiques parce que ce sont des matchs officiels, quoi. Les buts, ils comptent. Donc, c'est vrai que ça doit un peu le frustrer parce qu'après, en phase finale, ce sera un peu plus compliqué. Et puis te montrer aussi, tout simplement, sur une nouvelle compétition. Évidemment que si on la prend, ça fait des points en plus pour lui dans la quête du Ballon d'Or. Donc je comprends sa frustration, mais après, la saison prochaine, ça va être lourd. Hein. Et enfin, il y a 6 compètes dans lesquelles le PSG est lancé, avec donc la Coupe intercontinentale, la finale qui se jouera le 17 décembre, et la Super Coupe d'Europe, la finale contre Tottenham le 13 août, premier match officiel de la saison. Et surtout, pour lui, pour la plupart des joueurs, la Coupe du Monde à la fin. Voilà, c'est-à-dire que ce sera une saison de Coupe du Monde aussi l'année prochaine. Donc ça va être quand même dur et très très long. Bon, pour demain, côté Seattle, ils ont quasiment aucune chance. Peut-être qu'ils pourraient faire tourner, donner du temps de jeu, tu sais, à ses remplaçants pour leur faire plaisir. Parfois, les entraîneurs font ça. Mais bon, je pense qu'on rêve un peu. Ils vont quand même essayer d'être le moins ridicule possible. Et le match contre Botafogo, je pense, les a un peu gonflés à bloc. J'aimerais aussi revenir sur une info concernant les prochaines éditions de la Ligue des Champions. C'est sorti du côté de Bild, tabloïd allemand. Ça n'a pas été confirmé par l'UEFA. Mais au sein de l'instance, on réfléchirait à, pour les phases de poule, ou la phase de ligue, appelez ça comme vous voulez, du nouveau format à 36 équipes, à interdire, en fait, à empêcher que les clubs s'affrontent une nouvelle fois sur les 2 saisons suivantes pour les phases de poule. En gros, pour faire clair, l'année dernière, on a affronté qui? Gérone, Arsenal, PSV, Bayern, Salzbourg, City et Stuttgart. J'en oublie sûrement un. Bayern... Bon bref, toutes ces équipes-là, on ne pourrait pas les affronter en fait. Au moment du tirage au sort, qui se fera le 28 août d'ailleurs prochain à Monaco, interdiction de s'affronter une deuxième fois sur les 2 saisons qui suivent donc l'affrontement. Je trouve que c'est une bonne idée, il faut le souligner. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous savez mon appétence pour les confrontations inédites, donc ça c'est vraiment très très cool. C'est vraiment une très bonne idée qui vient remettre un peu de perspective sur cette phase de ligue, parce que c'est vrai qu'au niveau du tirage au sort, c'est là où il faut changer. Autant sur le classement, on avait un peu peur, tu sais, que ce soit un peu illisible, qu'il y ait trop de matchs et que ça perde en intérêt. Au final, cette saison, ça a été incroyable. Il faut bien dire que ce nouveau format est une vraie réussite. On a été tenu en haleine jusqu'au bout en phase de championnat. On a été en barrage et tout ça, c'est vraiment super. Mais après, il y a quand même des défauts sur les tirages au sort. Déjà, pas de tirage intégral. Si on se tape que des Anglaises et des Allemands l'année dernière, c'est évidemment parce que entre eux, ils peuvent pas s'affronter. Et nous, comme on a moins de clubs qu'eux dans les tableaux, ça fait qu'on a beaucoup plus de chances d'affronter une grosse équipe qui, évidemment, est soit anglaise, soit espagnole, quoi. Pendant que eux, ils se tapent des équipes un peu exotiques parce que ils peuvent pas affronter leurs compatriotes. Et autre chose d'assez aberrant, c'est le fait que maintenant,
le chapeau dans lequel tu es compte pour rien, puisque en fait tu affrontes 2 équipes par chapeau. Et donc quand tu es chapeau 1, tu affrontes quand même des équipes du chapeau 1. Donc, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris sur ce nouveau format. C'est un peu dommage. Moi, je pousserais le truc au bout. On part sur un tirage intégral, quoi. On s'en fout d'affronter des Français en phase de poule. Mais bon, en tant que Français, ça nous intéresserait de voir voilà, les clubs dans un autre contexte que la Ligue 1, dans un contexte match unique comme ça. Bref. Imaginez un PSG-OM en Ligue des Champions, genre, pour l'année prochaine. Imaginez. Mais bon, le tirage intégral, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Et voilà, terminons juste avec un petit chiffre, le nouveau maillot domicile qui a battu le record de vente sur sa première semaine, qui était détenu par le maillot de 2021-2022 suite à l'arrivée de Lionel Pepsi. Et bien là, on l'a battu de 37%. 37% de vente en plus par rapport à ce précédent record, ce qui est assez exceptionnel quand même, et qui témoigne d'un vrai engouement. Lors du match contre l'Atlético, aux États-Unis, je crois, les flux sur la boutique en ligne ont augmenté de 744%. C'est extraordinaire. Et le truc qu'on a ouvert, enfin la boutique temporaire qu'on a ouvert à Los Angeles, plus de 2000 personnes s'y rendaient chaque jour. Alors elle va fermer là, je crois, demain ça ferme, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc là, on est vraiment sur une valorisation ultime. On est passé de 4 à 5 milliards selon Nasser. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, elle est encore une fois très longue. On fait moins de vidéos ces derniers temps, on les fait plutôt le week-end aussi. Mais voilà, à chaque fois elles sont longues et puis on parle un peu de tout, c'est un peu pêle-mêle. J'apprécie aussi ce format-là, j'apprécie aussi ne pas être dans la tornade de faire une vidéo quasiment tous les jours. Et voilà, le dimanche, me poser tranquille et vous donner mon avis sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, tout ce que j'ai lu dans les transports et tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Et bien sûr, demain, le match est à 21 h, donc il y aura le débrief juste après, voilà, qui devrait sortir à 23 h minuit. Et donc après, si on se qualifie en 8e, ce serait dimanche prochain à 15 h, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, ce serait 9 h du matin, heure locale, et 15 h du coup pour nous, puisqu'il y a 6 h de moins par rapport à la côte est. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Bon, ça, en vrai, un dimanche à 15 h, c'est plutôt cool. C'est un peu comme les grands prix. Bon, c'est une horaire sympathique. Voilà, ça te fait ton après-midi du dimanche tranquille. Parfois, tu sais pas trop quoi foutre chez toi, puis après, t'as ta soirée tranquille. Non, moi, ça me chauffe bien de faire ça à 15 h dimanche prochain. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, et on se dit à demain soir. Oui, pour le débrief. Ciao.